Voilà, donc je suis Alain Charissou, je suis médecin généraliste de formation. Actuellement, j'occupe le poste de médecin directeur de la PMI pour le département de Meurthe-et-Moselle. Et je suis là aujourd'hui parce que, par ailleurs, je suis le responsable d'un groupe de travail national sur la contraception masculine au sein du Collège de la médecine générale, qui est un peu l'équivalent de l'AFU pour la médecine générale. Et puis, j'assure aussi un travail de coordination médicale des projets d'Entrelac Coop, qui est une coopérative qui s'est créée il y a un peu plus d'un an, dont le but est de travailler au développement de contraception masculine. Et donc, je remercie le professeur Long de m'avoir invité à être présent aujourd'hui. Je suis très heureux de pouvoir parler de contraception masculine avec vous. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Vous pourrez vérifier. Il y a une petite anomalie qui est en cours de correction sur site transparence.santé.gouv.fr. Mais je ne gagne pas d'argent avec la contraception masculine. Vous pourrez récupérer le diaporama avec ce flashcode et avec ce lien. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas dans les actes qui vont suivre le congrès. Mais il est libre, hein, voilà, la contraception masculine, c'est un bien commun qu'il faut qu'on partage. Voilà. Il y a un autre diaporama que je fais, je vous le propose aussi. C'est un diaporama d'une heure que j'utilise quand je donne une formation sur la contraception masculine. C'est plus complet que le topo que je vais vous faire aujourd'hui, qui est vraiment concentré sur le conseil contraceptif. Alors un conseil contraceptif, moi en consultation, ça me prend 60 à 90 minutes. Donc, pour vous expliquer un peu le contenu et les compétences à développer dans un conseil contraceptif pendant 20 minutes, j'arriverai pas à être exhaustif. Voilà. C'est juste pour vous prévenir que je vais être très synthétique, un peu rapide. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de contraception masculine? Euh, Eh bien, parce que voilà, on a une épidémiologie en santé reproductive passe un peu sous les radars. C'est pas trop connu ça. La grossesse non programmée, c'est quelque chose de très très fréquent malheureusement. Et malgré une offre contraceptionnelle qu'on pourrait considérer comme étant pas trop mal, hein, du côté féminin, tout du moins, facile d'accès, non payante, il y a des dispositifs assurance maladie qui font que jusqu'à 25 ans, une femme ne paye pas sa consultation, elle ne paye pas les frais de laboratoire, elle ne paye pas ses contraceptifs, et malgré ça, on a quand même 350 000 grossesses par an non programmées, qui aboutissent à 220 000 IVG, 80 000 naissances, qui sont des grossesses qui sont plus compliquées, qui sont des mamans qui ont plus de problèmes de santé, et ce sont aussi des enfants qui naissent avec plus de problèmes de santé, des handicaps évitables. Et puis 50 000 fausses couches par an. Ça, c'est pas trop connu, c'est un vrai problème de santé publique. Et au final, voilà, les extrapolations statistiques aboutissent à un chiffre. Voilà. 2 femmes sur 3 au cours de leur vie expérimentent une grossesse non programmée. Et voilà, qui c'est qui trinque à tous les coups? Ce sont les femmes. Voilà. Alors, le flashcode, c'est pour vous donner accès aux sources bibliographiques, en fait, hein. Alors là, je ne les ai pas mis sur les diapositives, mais si vous récupérez le diaporama, il y a soit des flashcodes, soit des liens, soit dans les commentaires, j'ai mis toutes les références bibliographiques qui viennent étayer les chiffres et les données que je vous avance. Autre chiffre, hein, c'est l'équité de la charge contraceptive, hein. Bon, ben, voilà, vous savez très bien que les hommes tiennent une toute petite place pour l'instant dans la charge contraceptive des couples. Voilà. Ce sont les femmes qui font le boulot, quoi. On parle de contraception masculine aujourd'hui parce qu'en fait, il se passe quelque chose sur le plan sociétal. La presse, grand public en parle beaucoup. Depuis 3 4 ans, on a de plus en plus d'articles dans des grands médias. Je vous ai mis quelques médias là, mais vous voyez que ce pas des petits médias. Il y a des BD qui sortent et des livres. C'est un vrai sujet d'actualité. On sent qu'il se passe quelque chose. Et par ailleurs, on a des études, hein, qui sont faites auprès des femmes et auprès des hommes qui montrent que les mecs sont prêts. Voilà. Et les femmes aussi, apparemment. Les femmes seraient prêtes à faire confiance à leur mec pour gérer cette question au sein du couple. Voilà. Bon, voilà quelques éléments de contexte. Alors pour venir sur le sujet de la commande, hein, qu'on m'a passé, hein, par les conseils contraceptifs, j'ai prévu de l'aborder à travers 4 points. Réfléchir déjà un petit peu, reposer l'écosystème, hein, de l'offre de contraception en France, la place des urologues, le cadre légal du conseil contraceptif, quelques données d'evidence-based medicine sur le conseil contraceptif. Et voilà, comme je vous ai dit, hein, je serai très rapide parce qu'on n'a pas trop le temps. Et puis je vais me recentrer un petit peu sur le conseil contraceptif en consultation d'uro, andrologie. Alors le système de soins, je vous présente le carré de White, juste pour savoir qui dans la salle connaît le carré de White. Une personne? D'accord, ok.
Walker White, pareil, je vous ai mis les références, les liens pour étudier ce que c'est. L'histoire est sympa, elle remonte aux années 70, où c'est un Américain qui a réfléchi à voilà, quel est le parcours d'une personne dans les systèmes de santé des pays développés, quel est le parcours de soins d'une personne qui se trouve face à un problème de santé. Et voilà. Et les chiffres montrent que voilà, sur 1000 personnes, on en a quand même pas beaucoup qui finalement rencontrent le corps médical et qu'il n'y en a pas un qui aboutit à une consultation en CHU. Voilà. Tout ça pour dire que, voilà, je crois comprendre que vous êtes des urologues plutôt universitaires. C'est vrai que vous n'êtes pas du tout en première ligne sur les questions de contraception, ça c'est sûr. Et du coup, le conseil contraceptif que vous aurez à faire, il sera forcément ciblé, quoi. Et puis par ailleurs, on a des études qui voilà, positionnent le médecin traitant comme le premier interlocuteur avec lequel les hommes souhaiteraient discuter de leur contraception. Voilà. Alors, c'était la diapositive un peu corporatiste. Voilà. Sur un peu de chiffres, un peu sur l'évolution du système et de l'offre, bon, on n'en a pas déjà parlé, hein, c'est compliqué, c'est une vraie problématique l'accès aux soins. Bon, juste pour voir un petit peu aujourd'hui qui c'est qui est impliqué dans la contraception. Bon, évidemment les généralistes. Les pharmacies, on les oublie souvent, les pharmacies, pourtant elles sont en première ligne sur la contraception d'urgence. Hein. Les pilules d'urgence sont délivrées majoritairement sans ordonnance par des pharmaciens qui ont l'obligation de faire du conseil contraceptif. Donc ce sont des partenaires en conseil contraceptif. On a à peu près 7500 gynécoops. On a les centres de santé sexuelle qu'avant on appelait les centres de planification familiale. Il y en a à peu près 1000 sur le territoire. Et puis les CEGID, je ne sais pas si ça vous parle, les CEGID, c'est les anciens CDAG, les centres de dépistage anonyme et gratuit des IST, qui depuis à peu près 5-6 ans ont vu leur cadre réglementaire modifié. On leur demande de traiter aussi maintenant les questions de contraception. Tout ça pour vous dire que voilà, il y a déjà beaucoup d'acteurs dans le champ de la contraception et que, bon voilà, encore une fois, vous n'êtes pas censé être en première ligne sur ces questions-là. Concernant la demande, on voit qu'elle a évolué, moins d'hormones hein, depuis le scandale sur les pilules de troisième génération dans les années 2000. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça. Hein. Il y a une femme qui a gagné un procès parce qu'elle a fait un AVC suite à la prise d'une pilule de troisième génération. Du coup, les études montrent que depuis, les femmes veulent moins d'hormones, plus de méthodes naturelles. Et puis, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sent qu'on demande aux hommes de s'appliquer plus dans la contraception masculine. Petit focus sur la vasectomie, ça c'est des chiffres, je ne sais pas si vous les connaissez, x10. Hein. Le nombre de vasectomies réalisées en France a été multiplié par 10 lors de la dernière décennie. Sur la même période, les chiffres que j'ai moi concernant votre profession, c'est que voilà, votre effectif a été multiplié par 1,5 uniquement. Voilà. Aujourd'hui, ça représente 0,5% des Français contre un tiers des Québécois. Hein. Un tiers des Québécois de moins de 50 ans sont vasectomisés. Et pour faire une comparaison comparable, hein, en Belgique, nos voisins, on est à 3,7%. Je vous donne ces chiffres-là pour vous dire que voilà, je pense que vous êtes très sollicité sur la vasectomie dans les années qui viennent. Il est fort probable qu'on rattrape le retard qu'on a sur la contraception masculine en France. Et là, vous avez vraiment quelque chose à jouer. Je pense que vous êtes très attendu sur la vasectomie. Voilà. Un truc de plus à faire. Voilà. Donc l'uro-andrologie, vous êtes plutôt sur un second recours. La vasectomie en gras. Je pense que là vraiment on a besoin qu'il y ait de plus en plus d'urologues qui fassent le geste, qui se forment à la mini-invasive, où il y aura un topo qui sera fait tout à l'heure dessus. Et puis vous serez aussi sollicité en théorie sur l'hormonal. Aujourd'hui, pareil, il y a un topo qui sera fait tout à l'heure sur l'hormonal. On peut aujourd'hui mettre en place des contraceptions hormonales en France. On a le produit, on a les études. Par contre, le cadre légal interdit aux généralistes d'être primo-prescripteurs. Donc, moi, quand je suis en consultation, que je fais un conseil contraceptif et que l'homme veut une contraception hormonale, je vous adresse mon patient. Et puis, la contraception thermique qui va être évoquée aussi. Là, je pense que vous en verrez moins parce qu'en médecine générale, on accompagne déjà ces patients-là. On est de plus en plus sollicité sur cette méthode-là. Néanmoins, assez logiquement, vous verrez des patients qui seront demandeurs d'un accompagnement à la contraception testiculaire par remontée, la contraception thermique par remontée testiculaire. Voilà. Alors, la loi sur le conseil contraceptif, parce que c'est cadré en fait. Hein. Le contrôle des naissances, c'est quelque chose qui est très politisé pour plein de raisons. Du coup, c'est dans la loi. Alors, que dit la loi sur le conseil contraceptif ? Il y a 2-3 articles du Code de la santé publique qui en parlent. Globalement, il faut informer sur l'ensemble des méthodes contraceptives. Ça veut dire que quand on fait un conseil contraceptif en premier recours,
on a l'obligation de parler de toutes les méthodes. Moi, quand je suis face à une femme, je lui parle de vasectomie, et quand je suis face à un homme, je lui parle de toutes les méthodes féminines. Voilà. Et j'essaye, autant que faire se peut, d'être plutôt face à un couple que face à une personne. Bon. La question de la contraception, c'est quand même une question qui concerne des personnes qui sont en couple hétérosexuel. Pas toujours. Il y a des personnes qui, à titre individuel, veulent contrôler leur fertilité. Mais dans la majorité des cas, c'est quand même plutôt logique d'être face à un couple, de faire un conseil contraceptif complet, pas du tout genré, et de laisser le couple choisir quelle stratégie il veut mettre en œuvre pour éviter d'avoir une grossesse. Voilà. Ensuite, ce devoir d'information, enfin ce droit qu'ont les gens à bénéficier d'une information complète sur l'ensemble des méthodes contraceptives, incombe à tous les professionnels de santé dans le cadre de leurs compétences. Voilà. Et puis, on doit aux patients une information loyale, claire et appropriée. Ça, c'est du code de déontologie. Hein, cette partie-là du code de la santé publique, c'est le code de déontologie. Voilà, c'est pas propre à la contraception, mais c'est important en contraception. Hein. On doit donner des informations claires, appropriées et précises. Voilà. Dernière chose que je n'ai pas relevée sur le premier article de loi, là, le 5134-1, c'est le fait de choisir librement. Ça aussi, c'est important. Le choix appartient aux gens qu'on a en face de nous. On doit avoir une posture d'accompagnant, pas une posture de décideur à la place des gens. Petit focus sur la vasectomie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cadre légal de la vasectomie impacte le conseil qu'on peut donner quand on est face à une personne qui souhaite être vasectomisée. Bon, voilà. La loi française est très claire, hein, il faut être majeur et avoir été bien informé et avoir réfléchi 4 mois. Voilà. Ça veut dire qu'on peut vasectomiser des hommes qui ont 18 ans et 4 mois, et qui n'ont pas d'enfants et qui ne sont pas en couple, selon la loi. Voilà. Donc je rappelle le fait que les personnes ont le droit de choisir librement leur contraception, mais que vous avez le droit de vous opposer au fait de réaliser le geste. La loi le permet, c'est ce qu'on appelle la clause de conscience. C'est quand même cadré. Hein. Donc il faut informer le patient dès la première consultation. Il faut l'orienter vers un autre professionnel de santé qui est susceptible de prendre en charge. Ça, des retours que j'ai des patients que je vois, c'est pas toujours le cas. Là, je pense qu'il y a vraiment des marges de progression à faire. Et il faut transmettre au médecin désigné par le patient pour la poursuite de la prise en charge toutes les informations utiles à la poursuite des soins. Voilà. Ça, c'est le cadre légal. Alors, sur le conseil contraceptif, il y a quand même pas mal de matière. Alors j'ai oublié de mettre cette référence-là, mais sachez que l'OMS a un département santé sexuelle et reproductive avec énormément de contenu. Sur le conseil en santé sexuelle, vraiment, on est très très bien équipé. Il y a des outils très bien faits pour savoir comment il faut faire. Je vous ai cité deux grandes références. La méthode BRC de l'OMS, qui commence à être pas mal vieille, qui explique voilà, toutes les étapes d'un conseil contraceptif. Voilà, alors c'est un acronyme, hein, l'accueil, le recueil d'informations lors de l'entretien, les renseignements qu'on donne, le choix qu'on laisse au patient, les explications qu'on donne sur la méthode de contraception choisie, et le retour, voilà, on explique au patient le suivi, on le revoit, on fait le point, etc. Bon, ça, je ne vous le détaille pas. Dans le diaporama, vous verrez, il y a bien plus de diapositives que celles que je vous présente là. Il y a un peu plus de contenu, je les ai masqués là, parce qu'on n'avait pas le temps. Mais si vous récupérez le diaporama, vous pourrez avoir des éléments plus concrets sur la méthode Bercé. Et puis, je vous ai mis une autre référence qui est vraiment le gold standard sur les questions de contraception, de conseils contraceptifs, qui commence à dater. Hein. J'ai revérifié en préparant la présentation, il n'y a pas eu de mise à jour. Ça devrait pas tarder parce qu'il revoit ça assez régulièrement. C'est vraiment le gold standard sur les questions de contraceptives. Et vraiment les points à retenir quand on doit faire un conseil contraceptif, c'est que il y a 3 choses très importantes à voir de manière systématique, et ça je vous invite à le faire avec les hommes que vous aurez en face, les hommes ou les couples que vous aurez face à vous. C'est questionner le projet de vie en termes de parentalité, parce qu'on ne conseille pas de la même manière une personne qui veut rester 2 ans sans grossesse, une personne ou un couple. 2 ans ou 10 ans, c'est pas pareil. Parce que toutes les stratégies contraceptives ont un risque de grossesse quand même, quand on l'observe comme il faut, il y a toujours un risque de grossesse, on va le voir tout à l'heure. Et du coup, le risque qu'on prend n'est pas le même quand on veut rester 2 ans sans grossesse ou 10 ans. Donc cette question de projet de vie en termes de parentalité, elle est hyper importante. Parce que ça donne de la perspective au choix que peuvent faire les gens. Il faut systématiquement questionner les infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est pas toujours fait malheureusement. Or, s'il y a un risque de grossesse, il y a forcément un risque d'IST et inversement.
Et puis, le troisième point, alors là, c'est vraiment le parent pauvre du conseil contraceptif, c'est jamais fait. Il faut systématiquement faire un conseil minimal relatif aux soins préconceptionnels. Voilà. Pareil, si jamais vous discutez de contraception avec une personne ou un couple, il y a forcément un moment ou un autre où vous devez discuter de l'échec contraceptif et des conséquences qu'il peut y avoir. Donc la grossesse non programmée, donc la grossesse qui ne bénéficie pas de soins préconceptionnels, c'est-à-dire essayer d'arrêter de fumer, équilibrer son traitement psychotrope, arrêter de picoler, prendre sa vitamine B9. Toutes ces choses-là, les gens ne sont pas tous informés et ça pèse dans leur décision de savoir que si jamais ils choisissent une stratégie moyennement efficace, qu'une grossesse démarre quand même, et ben que cette grossesse-là, elle a quand même plus de risques de mal se dérouler, que l'enfant à naître est plus à risque d'avoir des malformations, des retards de développement, des handicaps évitables, parce que justement, ils n'ont pas bénéficié de ces soins préconceptionnels. Aujourd'hui en France, on n'a pas une grossesse sur deux qui bénéficie de la prescription d'acide folique au bon moment. Donc il y a un vrai problème sur les soins préconceptionnels. Donc conseil minimal, c'est juste, voilà, sachez, moi, voilà, quand j'ai plus le temps, parce que ça prend énormément de temps, je dis au moins, voilà, sachez que voilà, le jour où vous voudrez avoir un enfant, avant d'arrêter votre contraception, venez me voir, il y a plein de choses à faire pour préparer la grossesse, avant même d'arrêter votre contraception. Et j'en dis pas plus. Voilà. Alors tout ça, on est vraiment sur de l'oral, de la communication. Alors ça appelle des compétences techniques qui sont vraiment spécifiques. Alors bon, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, hein, mais c'est vrai que nous en médecine générale, on se forme de plus en plus, et c'est vraiment indispensable à notre spécialité, sur ce genre de techniques. L'approche centrée patient, l'écoute active, l'entretien motivationnel, la communication brève relative à la sexualité. Tout ça, ce sont des choses qui ont été théorisées, qui sont nos outils à nous, les généralistes. Alors vous avez des lasers, hein, depuis ce matin, c'est un peu la guerre des étoiles. Bah, nous, on est sur des choses très différentes, mais qui sont aussi très techniques, très théorisées, avec beaucoup d'études, et qui sont des outils indispensables, qu'il faut apprendre à maîtriser quand on veut faire du conseil contraceptif. Pareil, vous avez toutes les références dans les commentaires des diapositives. On peut utiliser aussi des outils spécifiques en consultation pour faire le conseil contraceptif. Là, je vous présente une feuille que j'utilise tout le temps, en fait, qui est une feuille. Alors, il n'y a pas toutes les stratégies contraceptives, il manque la thermique et la hormonale masculine. C'est une traduction en français d'un outil OMS qui permet de présenter l'ensemble des stratégies contraceptives, hein, bon, quasiment l'ensemble, classées par niveau d'efficacité. Voilà, tout en haut les plus efficaces, au milieu moyennement efficaces et tout en bas les moins efficaces. Ça permet aux gens de déjà se positionner en termes d'efficacité. C'est un outil que j'utilise tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne fais pas un conseil contraceptif sans présenter cette feuille-là aux personnes qui sont face à moi. Ça permet de leur dire, ben voilà, votre niveau de risque de grossesse, c'est celui-ci. J'utilise aussi un autre outil qui s'appelle le riscomètre. Je vais vous faire une petite démonstration rapidement. Hop. Donc le riscomètre en contraception, voilà, c'est un outil qui permet justement d'évaluer le risque que vous avez de tomber enceinte, enfin vous, votre compagne, selon la stratégie que vous choisissez et selon le temps pendant lequel vous voulez éviter d'une grossesse. Alors, du coup, ah oui, vous avez pris la main. C'est possible de me projeter la fenêtre avec le navigateur? Ou c'est pas possible? Super, merci. Ok, donc vous choisissez les méthodes que vous voulez comparer. Par exemple, on va dire le préservatif masculin, hop, qu'on veut comparer avec la pilule, qui est la méthode quand même la plus utilisée. Suivant. Et vous dites la période pendant laquelle vous voulez éviter une grossesse. Par exemple, 5 ans, le temps de finir un clinica, par exemple. Voilà. Donc, les études disent que voilà, en observant bien ces deux stratégies contraceptives, voilà les risques d'avoir une grossesse quand même, d'après les études qu'on a. Voilà. Donc le préservatif 63%, la pilule 38%. Ça, c'est important que les gens que vous avez face à vous, ils aient conscience du risque qu'ils ont d'avoir une grossesse quand même, malgré la stratégie contraceptive choisie. Voilà. Alors, on peut comparer avec d'autres méthodes. Hein. Il faut avancer? Ok, bah, on s'arrête là. Bon, c'est un outil qui est très important aujourd'hui. Si on peut revenir sur la présentation. Aujourd'hui, une des raisons pour laquelle on a autant de grossesses non programmées, selon mon expérience à moi et ce que j'ai pu lire, c'est parce que surtout les femmes, les couples, ne savent pas quelle est leur position par rapport au risque de grossesse. Très souvent, ils surestiment leur protection contraceptive. Ok, merci. Il y a le site de Santé publique France, j'ai pas fini, je me dépêche.
Je vous donne un petit peu les outils, hein. Moi, Santé publique France, j'utilise souvent parce qu'il y a pas mal de. Enfin, c'est des infos tournées vers les patients, donc je les renvoie vers des fiches d'information des contraceptions. Pour les hommes, il y a le Gold Standard qui est l'ARDECOM, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est une association qui travaille depuis les années 70 quand même sur la question de la contraception masculine. Beaucoup de contenu bien vulgarisé, avec les références bibliographiques. Pareil, je ne fais pas une consultation de conseil contraceptif sans envoyer les gens vers ce site-là. Bon, pour votre pratique en urologie, moi je pense qu'il faut voilà, se baser sur la loi, c'est vraiment la base, il faut informer. Alors, si vous êtes en second recours, vous ciblez sur la demande. Si vous êtes sollicité par quelqu'un qui a peu de conseils contraceptifs jusqu'à présent, bah, vous êtes tenu de lui faire une présentation de tout le diaporama, des solutions qui existent, en parlant aussi des méthodes féminines, parce que il n'y a pas de raison que le couple ne réinterroge pas l'ensemble des stratégies contraceptives pour choisir. Voilà, bon, il y a des études qui montrent que voilà, plus on informe, plus les différentes stratégies sont acceptables par les personnes concernées. Et pour être très bon, voilà, je dirais qu'il faut tenir à jour ses connaissances sur les balances bénéfices des différentes stratégies contraceptives. Moi, je cite souvent la vasectomie. Je pense qu'une grosse erreur en conseil contraceptif sur la vasectomie, c'est de dire voilà, je pense que vous allez regretter, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'enfant. Ça, c'est pas un bon conseil contraceptif. Il ne faut plus faire ça. Il faut dire voilà, les études montrent qu'aujourd'hui, il y a X% d'hommes qui regrettent. Et sur ces X%, entre 1 et 6% d'après les études. Non. Et parmi les hommes qui regrettent, on en a à peu près entre 1 et pareil 6% qui vont jusqu'à faire le geste de vasovasotomie, de réversibilité. Donc au final, on a très très peu de regrets sur la vasectomie. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Il ne faut pas dire que vous allez regretter, il faut dire voilà. Aujourd'hui, les études montrent que le pourcentage de regrets, c'est ça. Et les gens qui vont jusqu'à faire une opération de réversibilité, c'est ça. Après, libre aux gens de penser que c'est beaucoup, que c'est pas beaucoup, c'est pas à nous de juger en fait. C'est ça l'importance du conseil contraceptif et le devoir de donner une information loyale et appropriée. Voilà. Donc pour ça, il faut avoir des connaissances à jour sur les sujets. Il faut les partager avec les patients, c'est vraiment très important. L'empowerment, permettre aux gens qui nous voient en consultation d'avoir une littératie en santé qui monte, ce sont vraiment des choses très très importantes, des leviers majeurs que nous on a en médecine générale pour travailler sur la santé de nos patients. Il faut avoir l'approche centrée sur le patient, c'est le patient qui décide, on doit l'accompagner, on n'est pas là pour décider à leur place. Et donc voilà, la meilleure contraception, même si nous, des fois, ça nous embête, on est face à des gens qui choisissent une contraception qui nous semble totalement inadaptée, nulle, on sait qu'on va aller voir pour une troisième demande d'interruption de grossesse, bah, il faut quand même se dire que c'est quand même la meilleure contraception à ce moment-là pour cette personne-là, parce que c'est ce que les études montrent. Ça, je passe là-dessus. Une petite pub sur Entrelac. Donc, on a créé une coopérative pour essayer de faire bouger un peu les choses. J'ai regardé sur PubMed là, tout à l'heure ce matin, là, rapidement. On publie pareil que dans les années 70 hein, sur la contraception masculine, pas plus. Donc, ça fait 40 ans, ça stagne. Il faut que ça bouge. Et il faut qu'on offre des stratégies contraceptives aux hommes, qu'on rééquilibre l'équité contraceptive, qu'on lutte contre les grossesses non programmées. Voilà, en France, il n'y avait pas vraiment d'équipe de recherche autre que l'équipe de Toulouse sur la thermique. Ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à lever des fonds. On essaie de créer autre chose, ça s'appelle Entrelac. Moi, je vous invite à vous renseigner. On cherche évidemment des spécialistes d'andrologie, urologie pour venir nous accompagner, notamment sur les comités scientifiques des études. Ce qu'on cherche, c'est avoir de l'argent. On a réussi, là, on a soulevé 300 000 $ auprès d'une association américaine pour mener un premier essai clinique sur la thermique. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. On doit collaborer pour faire avancer le Schmidblick. Voilà. Dernière diapo avec mon mail et puis des sources bibliographiques sur la contraception masculine de manière globale. C'est un fonds documentaire que j'alimente au quotidien. Je fais une revue scientifique de tout ce qui sort sur le sujet et avec un focus sur la thermique. Et voilà. Et je vous remercie pour votre attention.